Est-ce de la justice ou de la simple vengeance? Salut à tous. Alors, vous l'aurez peut-être compris via cette citation, il sera question aujourd'hui de parler du conte de Monte Cristo, réalisé par Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patellière, avec dans le rôle titre Pierre Ninet, et également à ses côtés Anaïs de Moustier, Bastien Bouillon, Anna Maria Bartolomei, Laurent Lafitte, Pier Francesco Favino, Patrick Mille, Vassili Schneider, Julie Debona ou encore Bernard Blancan. Alors le résumé en quelques mots, donc c'est l'histoire de Edmond Dantès qui est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Il réalisera très vite qu'il a été victime d'un complot. Et donc, après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader et il devient immensément riche après avoir mis la main sur un trésor. Et donc, sous l'identité du comte de Monte Cristo, il entreprend de se venger des 3 hommes qui l'ont trahi et ont causé sa perte. Alors, pourquoi est-ce que j'ai eu envie d'aller voir et ensuite de vous parler de ce film? Eh bien, parce que le Comte de Monte Cristo, donc le roman d'Alexandre Dumas, est tout simplement l'une de mes œuvres littéraires préférées, à plus d'un titre. Et si pas d'ailleurs mon roman préféré toujours confondu, et que donc j'étais curieux de voir le résultat, bien que je sais qu'il s'agit ici de la énième adaptation cinématographique de ce fameux roman, et je dois bien vous avouer que je n'en ai encore vu aucune jusqu'à présent. Et voilà, j'étais un petit peu curieux de voir le résultat, surtout avec Pierre Ninet, qui est un comédien français que j'aime beaucoup dans le rôle titre. Et donc, grosso modo, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà, vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Alors, pour la petite histoire, donc il faut savoir que cette nouvelle adaptation du Comte de Monte Cristo fait partie d'un vaste projet initié par le producteur français Dimitri Rassam, destiné à marcher sur les plates-bandes des blockbusters hollywoodiens. Je m'explique. Il y a un an et demi quasiment maintenant, donc sortaient Les Trois Mousquetaires, donc qui était scindé en deux parties. La première partie d'Artagnan était sortie début 2023 et la deuxième, Milady, fin 2023. Et que donc l'objectif est donc de reprendre toute une série donc de classiques de la littérature française pour, avec qui plus est des acteurs de certains calibres, de certains prestiges, pour proposer donc des super productions qu'à des films à gros spectacle. Alors, concernant les Trois Mousquetaires, voilà, honnêtement, j'avais apprécié, mais sans plus. Bon, je vais dire par là qu'il y avait quand même, bon, ça restait du bon divertissement populaire à la française, de bonne facture, mais il y avait quand même par-ci par-là des petites chipoteries. Voilà, à commencer par le cabotinage de certains acteurs, notamment je pense à Louis Garrel en Roi de France, qui quand faisait parfois un peu des caisses, qui se la joue un petit peu caricatural. Alors on me dira oui, mais c'est une question d'époque, etc. D'accord, mais à un moment donné, il faut quand même qu'on croie aux personnages que l'on voit. Voilà. Et alors, on sentait aussi que parmi les autres comédiens, de temps en temps, ils avaient un petit peu de mal à se départir du texte de Dumas. On aurait dit que ça tournait même parfois un petit peu à la récitation scolaire et moins à l'authenticité. Plus encore le fait qu'on passe un petit peu de scénette en scénette, fait bien que je trouvais qu'à ce niveau-là, la deuxième partie, Milady, était mieux maîtrisée que la première d'Artagnan. Mais bref, revenons-en donc au Comte de Monte Cristo. Alors l'idée ici, plutôt que d'opter sur un diptyque ou un film en plusieurs parties, alors que le roman est quand même beaucoup plus épais, le Comte de Monte Cristo est quand même une belle brique de 1500 pages et quelques, et oui, rien que ça, et que le duo de réalisateurs a tout bonnement décidé d'opter pour un film de 3 heures, ce qui est déjà en soi conséquent, mais vous vous doutez bien, pas besoin d'être génie des maths pour savoir ça, que quand on réalise un film de 3 heures sur une brique de 1500 pages, eh bien, il faut tailler dans l'ira, si vous me passez l'expression, et donc se passer d'un nombre incalculable de détails, ce qui est le cas, hein, n'ayons pas peur de le dire. Ceci dit, cette adaptation telle qu'elle est vraiment loin d'être une trahison, je vais vous expliquer pourquoi.
dans la mesure où ils ont su à la fois rester fidèles aux propos de l'œuvre originale de Dumas, mais qu'en plus tous les personnages, parce qu'ils sont quand même très nombreux, sont ici non seulement bien interprétés, et en plus ils ont chacun leur rôle central à jouer. Voilà. Alors je vais peut-être commencer par la mise en scène. Alors déjà, la mise en scène ici est beaucoup mieux maîtrisée qu'elle ne l'était que dans Les Trois Mousquetaires. Alors pour la petite histoire, euh, le duo donc Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte ont scénarisé plutôt le scénario du diptyque Les Trois Mousquetaires qui était réalisé par Martin Bourboulon. Et donc ici, ce même duo choisit non seulement de scénariser, mais en plus de réaliser. Et honnêtement, on va pas se mentir, on sent qu'il y a quand même une grosse différence de taille. On sent que la réalisation ici du Comte de Monte-Cristo est beaucoup plus maîtrisée que celle des Trois Mousquetaires, notamment via les quelques défauts que je vous ai énumérés tout à l'heure. Et voilà, donc ici on sent qu'ils étaient conscients de l'objet qu'ils avaient entre les mains et donc ils ne pouvaient pas se planter. Et donc dès les premiers plans, on a affaire à une mise en scène, disons-le, vraiment grandiose. Alors on a d'abord toute une série comme ça de plans larges qui mettent bien l'accent sur la ville de Marseille, dans laquelle prend place l'action du comte de Monte-Cristo. Et alors là, les auteurs prennent soin de bien insister sur les magnifiques décors de cette ville, donc sur les bateaux, sur les différents ports de la mer, plus encore un nombre incalculable de figurants. Et on va s'attarder également sur les costumes d'époque, je veux dire les robes, les chapeaux, les manteaux, ce genre de choses. Alors par rapport aussi, faut savoir aussi que le film s'ouvre sur une séquence assez spectaculaire. C'est pas du spoil, hein, c'est juste une séquence introductive où on va voir une jeune femme comme ça qui est sur le point de mourir noyée et puis qui va être sauvée par notre Edmond Dantès. Alors là, on va pas se le cacher, hein, c'est une séquence qui a clairement pour but de mettre en appétit et alors surtout, mais c'est assumé comme tel de surfer sur les blockbusters hollywoodiens, hein, je veux dire, parce que c'est clairement ça le projet du producteur Dimitri Rassam, c'est clairement de faire de l'ombre à Hollywood. Alors même si on peut se dire que c'est un peu facile, j'ai envie de dire quand le talent y est, pourquoi pas. Et là ici c'est le cas. Je parlais tout à l'heure, de la mise en scène. Il y a aussi le fait qu'ils vont avoir le pari d'opter beaucoup plus pour la psychologie et les interactions entre personnages que pour l'action proprement dite. Parce que de l'action, ici, il y en a vraiment très peu, quoi, de l'action, hein. Je veux dire, on a 3 grosses scènes d'action bien maîtrisées, d'ailleurs, pour un film de 3 heures. Et j'ai envie de dire grand bien leur face dans la mesure où ils ont su rester vraiment fidèles aux propos de Dumas, qui est celui que je vous ai énoncé tout à l'heure. Est-ce qu'Edmond Dantès, donc aka le comte de Monte-Cristo, veut vraiment faire justice, ou alors est-ce que c'est juste de la vengeance? Est-ce qu'il veut juste se venger, ou alors vraiment pratiquer la justice? Et c'est cette question-là qui va tirailler notre héros tout au long de son histoire, et ça d'ailleurs dans le roman de Dumas, j'en ai pas encore parlé, mais c'est foisonnant à plus d'un titre. Ça prend parfois des pages et des pages dans lesquelles on assiste aux états d'âme d'Edmond Dantès qui va se remettre en question, et également remettre son plan en question. Et ça, les auteurs s'en sortent très bien. Il y a énormément, je veux dire, de dialogue et d'interaction entre les personnages principaux, que ce soit entre Edmond Dantès et Mercedes, hein, interprété donc par Anaïs de Moustier, également entre les 3 méchants, je vais le dire comme ça, hein, donc qui ont causé la perte de Edmond, donc le procureur du roi, donc Gérard de Villefort, le baron d'Anglars, donc l'ex-patron en quelque sorte de Edmond Dantès, ou encore son meilleur ami rongé par la jalousie, Fernand de Morcerf. Donc on va voir vraiment, je vais dire, nos 3 gaillards disserter ensemble. Donc vraiment, pareil au niveau des autres rôles, hein, on a également donc Anna Maria Bartolomei dans le rôle de Haydée, et également Albert de Morcerf, hein, je veux dire le fils de Mercedes et de Fernand de Morcerf, et également le prince Andrea, qui peuvent apparaître comme ça comme des personnages secondaires, mais qui sont mis au premier plan au même titre qu'Edmond Dantès. D'ailleurs,
Sur un film de 3 heures, ce serait compliqué, mais je pense que mis bout à bout, ils ont autant de temps de présence à l'écran que Pierre Ninet. Voilà, donc c'est ça aussi qui est pas mal, c'est que voilà, bien qu'étant le héros de son histoire, Edmond Dantès n'occupe pas le film de pratiquement tous les plans. Il y a l'espace libre pour l'ensemble des personnages, et je vous le disais, il y a énormément de personnages et d'enjeux dans le roman de base, et force est de reconnaître qu'en un film de 3 heures, ils ont vraiment réussi à bien gérer à ce niveau-là. Alors, ce qui m'a plu aussi côté mise en scène, c'est que ils ont su entreposer différents genres, c'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, à un moment donné, une séquence horrifique, puis une autre qui va plus lorgner vers la comédie potache, et une autre vers la comédie romantique. Alors du côté des séquences horrifiques, hein, sans spoiler, on a toute cette sombre histoire assez macabre dans lequel le procureur de Villefort pour faire taire, je vais dire, les rumeurs, etc., va vouloir commettre quelque chose de très grave hein, concernant sa maîtresse, et c'est vraiment filmé façon film d'horreur, hein, je veux dire, avec une musique pesante. On va le voir qui va creuser son trou, puis vouloir je veux dire, y enfoncer un coffre dans lequel s'y abrite quelque chose de très précieux. Voilà, je n'en dirai pas plus pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Et honnêtement, ça fait son petit effet, quoi. Je veux dire, bon, en plus de se rendre compte que le personnage est la dernière des ordures, mais bon, ça, si vous avez lu le roman, vous le savez, mais c'est quelque peu particulier. Et alors, je le disais, il y a aussi pas mal de séquences romantiques, voire même un petit peu à l'autre rose, entre Haydée et Albert qui vont se rencontrer et s'aimer. Voilà. Et d'autres plus dramatiques, alors des fameuses retrouvailles, hein, vous vous en doutez, entre Edmond Dantès et Mercedes, et même une partie comme ça, petit peu comédie potache, où Edmond Dantès va créer un personnage de Lord anglais quelque peu ventripotent, donc Lord Halifax, où là vraiment on va le voir, donc ce faux personnage en train de je veux dire de manger comme ça de manière goulue et c'est un petit peu cliché dit comme ça, hein, ça fait un peu penser, enfin un peu passer les Anglais, je veux dire pour des pigeons. Et d'ailleurs, c'est une scène qui n'est pas sans rappeler pour moi, bon de manière quand même beaucoup moins trash, au sens de la vie des Monty Python, hein, si vous voyez la scène du restaurant, voilà, qui est à la fois assez dégoûtante et en même temps très osée, je pense que vous avez compris de quelle scène je veux parler. Donc c'est là qu'on sent vraiment, je vais dire tout le talent et l'ingéniosité de mise en scène de ce duo Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, qui, pour rappel, ont réalisé ce qui est considéré comme une des meilleures comédies françaises des 20 dernières années, donc Le Prénom, qui est sorti en 2011-2012 dans ces eaux-là, que je n'ai vu qu'une fois au moment de sa sortie DVD et qu'il faudrait que je revoie, mais dans mon souvenir c'était plutôt bon. Ensuite, ils ont enchaîné avec un thriller avec Pierre Ninet, dont le titre ne me revient pas. Dites-le moi dans les commentaires si vous le savez, que je n'ai pas vu et qui paraît-il est de bonne facture. Et enfin, avec une autre comédie, à nouveau avec Patrick Bruel et Fabrice Lucchini, qui paraît-il est pas très bon, et le film en lui-même, et que je n'ai pas vu, mais voilà. Alors maintenant, il faut bien en parler, hein, et ça c'est vrai que ça fait un peu son petit tollé, la fidélité, je vais dire par rapport au roman. Alors comme je le disais en début de vidéo, oui, il y a des changements. J'irai pas jusqu'à parler de trahison parce que je le disais, le propos original du roman et les personnages sont respectés, mais oui, il y a de gros changements. Voilà, par rapport aux personnages d'Haydée et d'Albert en particulier. Alors dans mon souvenir, je vous avoue que j'ai un doute, hein, encore une fois, si vous avez lu le roman, dites-le moi dans les commentaires. Il m'avait semblé que Albert était en réalité le fils de Edmond Dantès, et non pas celui de Fernand. Et ça m'a un petit peu titillé, parce que, bon, je vais pas trop spoiler, mais voilà, ça, bon, je vais être honnête, voilà, dans le film, il n'en parle pas. De la même manière que Haydée, dans le roman, et ça je m'en rappelle très bien, était follement amoureuse de son maître, hein, donc de Edmond Dantès, fait du comte de Monte Cristo. Et ici, Haydée, c'est, voilà, quoi, je veux dire, elle est, bon, même si après le personnage gagne en épaisseur psychologique, mais à la base, elle est surtout là pour constituer un pion dans le plan de son maître, hein, je veux dire, c'est ça son rôle pareil pour voilà
Pour le jeune prince Andrea, ben lui c'est la même chose, il sert d'instrument à la vengeance, ou en tout cas à l'envie de justice de Dantès. Hein. Donc voilà. Et alors au-delà de ça, il y a, oui, alors effectivement, le roman de Dumas ne s'ouvre pas sur une séquence de sauvetage et de noyade, bien au contraire. Voilà, j'en dirai pas plus. Et même concernant les motivations, hein, je veux dire des ennemis de Dantès, bon, même si du côté de Fernand, bon, il y a, on va pas se mentir, la jalousie amoureuse, parce que oui, en plus d'être jaloux, le type est amoureux de sa cousine, inceste. Bref. Et il me semble que dans le roman, c'était aussi par jalousie, par le statut de Edmond Dantès. Edmond Dantès qui gagne une promotion, qui devient capitaine, et il m'avait semblé que son meilleur ami Fernand était également jaloux de cela. Alors qu'ici, dans le film, c'est plus le baron Danglars qui est plus jaloux de sa promotion. Voilà. Et donc quelques petites modifications comme ça, mais dans le sens, on sent que les réalisateurs ont voulu aller droit au but, parce que vraiment le film, je l'ai pas dit, mais démarre vraiment à 200 à l'heure. On est tout de suite, enfin les 20 premières minutes, on est à fond dedans, on y va, on sait très vite ce qui se passe, on ne met pas une heure à nous présenter la vie des différents personnages, etc. Les réalisateurs ont l'intelligence d'entremêler à la fois les rebondissements, et Dieu sait s'ils sont nombreux, et en même temps les états d'âme des personnages, et ça fonctionne, parce que oui, même s'il y a des changements, même si c'est pas 100% fidèle au roman de Dumas, je le répète, on est vraiment dans quelque chose dans le respect original de l'œuvre, et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte pour faire une bonne adaptation littéraire. J'ai même envie de dire que les trois quarts des adaptations cinématographiques d'œuvres connues, qui sont reconnues comme des chefs-d'œuvre, ont dû elles-mêmes tailler un peu dans l'ira. Hein. Je pense aux certaines versions des Misérables, mais évidemment, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est bien évidemment l'adaptation du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui, même si Jackson est resté très fidèle aux écrits de Tolkien, et que les films en version longue frôlent les 4 heures, oui, là-dessus aussi, Jackson a dû un petit peu dailler dans l'IRA pour faire des films concrets. C'est ça aussi le but d'une adaptation cinématographique, c'est de faire des films solides et efficaces. Voilà. Donc, grosso modo, le Comte de Monte-Cristo, bonne surprise. Alors, j'ai pas encore parlé de l'interprétation, mais voilà, mais Pierre Ninet dans le rôle titre, pour moi, c'est peut-être sa meilleure performance. On sent qu'il a vraiment bien préparé son personnage. Il est complètement possédé par Edmond Dantès. Il arrive à parfaitement retranscrire ses états d'âme, à savoir le côté, au départ, un peu jeunot du personnage. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'Edmond Dantès, au départ, il peut apparaître, entre guillemets, comme une coquille vide, hein, comme le jeune homme de bonne famille, le genre idéal, comme ça, parfait, bien scrupuleux, bien fiable, etc., pour finalement devenir cette espèce d'ange de la vengeance que Pierre Ninet retranscrit parfaitement. Hein. Il dispose comme ça d'un jeu physique pour moi très particulier, très intense, qu'il retransmet à merveille. Donc vraiment, que ce soit au niveau de la voix ou du physique, il est véritablement Edmond Dantès. Alors à ses côtés, on a Bastien Bouillon, que j'ai découvert comme pas mal de personnes, je pense, dans La Nuit du 12 de Dominique Moll, ou ici dans le rôle de Fernand, le meilleur ami d'Edmond Dantès. Il est lui aussi très bon. Hein, je veux dire, il est à la fois lâche, pathétique, et en même temps, voilà. Enfin, je veux dire, en un simple regard, il nous fait comprendre à quel point il est dévoré par la jalousie. Et c'est pareil du côté des autres, que ce soit Patrick Miller, baron Danglars, qui est complètement vénal, possédé par l'argent, au point qu'il en oublie les autres humains, ou Laurent Lafitte. Et oui, Laurent Lafitte, qui mine de rien, c'est quand même fait depuis quelque temps une spécialité des salopards. Il en jouait déjà dans Elle de Paul Verhoeven, et également aussi une espèce de bourreau nazi dans Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, et encore ici, hein, je veux dire, en procureur corrompu hein, de Villefort. Vraiment, il est parfait. Je veux dire, voilà, on sent qu'il est. Encore une fois, c'est un acteur très physique aussi, à Laurent Lafitte, qui peut parfois partir en roue libre, mais qui ici est bien maîtrisé. Ça aussi, la direction d'acteur des réalisateurs.
Je me rappelle aussi que dans le prénom, c'était déjà très bien géré, mais il faut savoir que ce sont des hommes de théâtre. Au départ, Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière, ce sont des hommes de théâtre. D'ailleurs, le prénom est l'adaptation de leur propre pièce, et ça sent. Ça se sent dans la manière dont ils dirigent les comédiens, dont ils adaptent ici ce qui est quand même un monument de la littérature française, je le répète. Donc, et aussi Anaïs de Moustier, que j'aime beaucoup, Anaïs de Moustier, dans le rôle de Mercedes, un rôle a priori ingrat, mais qu'elle défend vraiment avec ferveur, hein, qui est à la fois tourmentée par tout ce qui s'est passé, et à la fois rongée par le remords, le chagrin, et aussi la mélancolie, donc émotion qu'elle retransmet à merveille. Et alors du côté des jeunes acteurs, on a un beau casting. Alors on a Anna Maria Bartolomei, que j'ai découvert en début d'année dans L'Empire de Bruno Dumont, et qu'on voit, voilà, c'est un peu la nouvelle jeune actrice du moment qu'on voit un petit peu partout. Je veux dire qu'on voit dans le film Maria, le biopic sur Maria Schneider que je n'ai pas vu, aussi quelques autres films qui, voilà, qui dans le rôle de Heidi est très bien, voilà, très crédible, en plus d'être très charmante. Et oui, je le dis. Et alors à ses côtés, deux jeunes comédiens que je ne connaissais pas du tout, donc Vassili Schneider dans le rôle de Albert de Morcerf, très convaincant, voilà, un rôle a priori lisse, mais dont il arrive à tirer le meilleur parti. Et alors, Julia de Saint-Jean dans celui du bâtard, si l'on peut dire comme ça, Andrea Calvacanti, et qui, dans un rôle quand même assez délicat, se sentir avec les honneurs, voilà. Pour le coup, donc voilà, donc c'est vraiment, on a à la fois la crème de la crème des comédiens français du moment, hein, Pierre Ninet, Anaïs de Moustier, Laurent Lafitte, Bastia Bouillon, et d'un côté, cette nouvelle jeune génération de comédiens, Anna Maria Bartolomei, Vassili Schneider, Julia de Saint-Jean, que voilà, différentes générations de comédiens que les auteurs-réalisateurs arrivent à bien mettre ensemble. Donc voilà, donc ce que je pouvais dire à propos du conte de Monte Cristo, énième adaptation certes, mais très bonne adaptation, vraiment du grand cinéma d'aventure à la française, mais pas que, aussi beaucoup de psychologie, et voilà, fort fidèle au roman de base, voilà. Donc vraiment, je vous le conseille. Ce sera peut-être pas forcément, je sais pas encore s'il sera dans mon top de l'année, mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Bien meilleur que pour les Trois Mousquetaires, où je vous disais, c'était bien, mais sans plus. Ici, avec le Comte de Monte Cristo, on est clairement un cran au-dessus. Mais vraiment, que ce soit en termes de mise en scène, d'acting, c'est vraiment, autre chose, à un tout autre niveau. Donc j'ai envie de dire, si toutes les autres adaptations prévues, je crois savoir qu'il y a la trilogie Marcel Pagnol aussi qui est prévue, doit sortir, si elles sont toutes du même cru de ce Comte de Monte Cristo, vraiment j'ai envie de dire, moi je signe directement, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux, Facebook, Twitter, Instagram et tutti quanti. Quant à nous, on se retrouvera très vite pour reparler à nouveau de Deadpool. Vous le savez, j'ai entamé un cycle Deadpool à l'occasion de la sortie prochaine du 3e opus. Je reviendrai aussi bientôt sur la collecte, et oui, qui me fait beaucoup plaisir, et je pense que vous aussi, vu que vous avez été nombreux à voir la vidéo. Et on parlera bientôt d'un certain Bellatar. Voilà, j'en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une bonne fête week-end, une bonne reprise pour ceux qui ne sont pas encore en vacances comme moi la semaine prochaine. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.